Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Discours du roi Mohamed VI ce vendredi à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Dans sa prise de parole, le souverain marocain a dénoncé des attaques méthodiques contre son pays sans pour autant les nommer. Les services de la poste tunisienne, l'entreprise se veut innovante dans le secteur des postes et des télécommunications. Nouveau record dans la production de maïs en Zambie, 3,6 millions de tonnes au cours de la campagne 2021-2022. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord et avant de développer ces titres, la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui demande des comptes aux autorités maliennes au sujet du placement en résidence surveillée de Mokhtar Ouane, ancien Premier ministre de la Transition, et Bando, ancien président de la Transition. Une disposition mise en place à la suite du coup d'État militaire du 24 mai 2021. La Cour de justice de la CEDEAO exige un rapport explicatif d'ici le 28 août prochain. Au Maroc, le roi Mohamed VI a dénoncé vendredi dans un discours des attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et organisations qu'il n'a pas nommées, mais ce discours prononcé à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple intervient en plein scandale Pegasus, affaire dans laquelle le royaume est accusé d'avoir utilisé le logiciel d'espionnage conçu par une société israélienne. Des allégations démenties par le Maroc. Je vous propose d'écouter le roi Mohamed VI, c'était ce vendredi. Le Maroc, au même titre que certains pays au Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Dans le même esprit, les artisans de ce travail de sape ont orchestré une vaste campagne de dénigrement à l'encontre de nos institutions sécuritaires. Ils tentent ainsi de porter un coup à leur niveau de maîtrise élevé et à leur efficacité à préserver la sécurité et la stabilité du Maroc. Ils cherchent par là même à jeter une ombre sur l'effort d'appui et de coordination qu'elles assurent au bénéfice de notre environnement régional et international, et ce, de l'aveu même de quelques-uns de ces pays. Mais à toute chose, malheur est bon. Par leur menée, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l'engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la patrie et ses intérêts supérieurs. À ce propos, nous affirmons être déterminés à maintenir résolument le cap, n'en déplaise aux adversaires agacés et aux envieux consumés par la haine vouée à notre pays. Fin des fonctions d'Anouar Ben Hassen à la tête de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Le chef de l'État tunisien Kais Saied a émis vendredi un décret présidentiel portant révocation du secrétaire général de l'instance. Pour l'heure, aucune raison n'a été avancée. À noter qu'un peu plus tôt ce vendredi, Rida Garsalawi, ministre chargé de gérer le département de l'Intérieur, avait ordonné la fermeture des bureaux de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Les ambitions des services postaux en Tunisie, des services face aux défis de la digitalisation, des défis exposés notamment au congrès de l'Union postale universelle qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. La Tunisie est l'un des pays qui participe à cet événement à Menedji. La Poste tunisienne offre une diversité de services aux populations pour répondre à leurs besoins. En tant que pays membre ayant intégré l'Union postale universelle le 1er juillet 1888, ses attentes sont grandes à l'issue de ce 27e congrès mondial qui se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle touche en effet de grands axes stratégiques que sont le développement des relais de croissance et l'accélération du commerce électronique avec à long terme la mise en place d'une future banque postale rêvée depuis 2004. En plus de la densité physique du réseau de la Poste tunisienne, on compte de plus en plus sur les canaux digitaux pour faciliter l'accès du citoyen aux services de la Poste, que ce soit les services postaux ou bien les services financiers. Donc les services postaux, c'est le volet traçabilité ou bien la commande, par exemple sur le produit, je rappelle MyPost,
Tu peux même ouvrir le compte courant postal sans même remplir le formulaire. Simplement, tu introduis tes données. Même la signature, ça se fait donc sur le mobile. Donc, on a adopté cette logique-là pour donc avoir une complémentarité entre le réseau physique et le canal digital. Le Postal Development Report 2019, présenté par l'Union postale universelle, a attribué à la Poste tunisienne le prix du meilleur opérateur postal à l'échelle africaine et arabe et la classe au 47e rang mondial sur 175 pays. La Tunisie gagne ainsi 2 places par rapport à 2018. Une performance due à sa réelle implication dans la promotion de l'inclusion financière. Je rebondis sur le sujet de l'ouverture du secteur postal aux acteurs privés. C'est qu'on doit avoir une logique de partenariat avec ces acteurs-là. Parce que si on regarde, par exemple, le secteur du commerce électronique, il est détenu à 80% par Amazon, Alibaba et les autres grands géants mondiaux. Et l'opérateur désigné ou bien l'opérateur postal n'a que 10 ou bien 15% de part de marché. Surtout présente dans les régions côtières du pays, la Poste tunisienne compte 1200 points de contact, 10 000 employés et mise fortement sur les canaux digitaux où le service doit être désormais vu comme un levier de développement de l'économie africaine. Le continent africain est sur la bonne voie en matière d'électrification. Certains pays ont même réussi à tripler en moins d'une décennie l'accessibilité à l'électricité. Cependant, rien n'est encore réglé puisqu'à l'heure actuelle, 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Un déficit électrique notamment aux Comores. Le pays connaît des délestages à répétition. Face à la gravité de la situation, le gouvernement vient de recevoir le soutien du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement du secteur. Viviane Dauken. Le gouvernement des Comores poursuit son plan d'électrification nationale. Objectif, étendre l'accès à toute sa population tout en diminuant le coût de l'énergie. C'est donc dans cette perspective que le gouvernement des Comores a inauguré des projets électriques d'une valeur de 13,9 millions de dollars. Le Comore est en tête des pays africains qui ont obtenu une couverture d'électrification sur toute l'étendue du territoire. Ces résultats et cette bonne performance sont principalement dus à un plan énergétique ambitieux qui a aussi obtenu une mobilisation financière de l'ensemble de ses partenaires multilatérales et bilatérales qui ont à date financé à plus de 90% le plan de réforme au travers de la Société nationale de l'électricité. Et il faut noter enfin une très bonne exécution et la qualité des infrastructures qui ont été réalisées à temps par des entreprises comoriennes et étrangères. Les initiatives d'électrification consistent à l'installation de 7 générateurs d'une capacité totale de 12,5 MW. 4 générateurs d'une capacité de 2 MW chacun ont été installés à la station de Mondroni sur l'île principale et les 3 restants d'une capacité de 1,5 MW ont été installés sur l'île d'Anjouan. Le plan de développement énergétique du Comore a été un plan très ambitieux, établi depuis les 27 dernières années et toujours en cours d'actualisation. Ce plan ambitieux a couvert l'ensemble du secteur d'électricité, notamment le plan directeur de production, de transport, de distribution et a intégré le développement des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui à 20% de la production électrique au Comores. Ces initiatives financées par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement permettront de fournir de l'électricité à plus de 12 000 foyers. Selon le ministre de l'Économie, de l'Énergie et du Tourisme des Comores, ces infrastructures permettront de porter la fiabilité du service pour tous les abonnés aux normes internationales les plus élevées. En outre, elles contribueront à la réduction du coût de production et de distribution de l'électricité pour la population et les secteurs commerciaux. La production de maïs en Zambie, la filière se porte bien avec notamment ce nouveau record enregistré au niveau de la production, 3,6 millions de tonnes durant la campagne 2021-2022 pour le deuxième producteur de maïs de la région Afrique australe. Les précisions de Mildred Diamou.
Production record du maïs en Zambie. Au cours de la campagne agricole 2021-2022, la récolte de maïs dans ce pays d'Afrique australe s'est chiffrée à 3,6 millions de tonnes, en hausse de 200 000 tonnes comparé aux 3,4 millions de tonnes récoltées durant la campagne 2020-2021. Cette performance représente le plus important niveau de production de la denrée jamais atteint. La Zambie a la tradition du maïs et de la performance dans le maïs. La Zambie est équipée de centres de recherche pour l'amélioration de la productivité dans le secteur agricole et la Zambie est un pays qui progresse du point de vue de la performance des exploitations agricoles, aussi bien des exploitations privées que des exploitations industrialisées. Et aujourd'hui, qu'ils atteignent ce niveau de production est une chose extrêmement importante pour la Zambie. Mais bien sûr, comme vous le dites si bien, 600 000 tonnes sont prévues pour le marché congolais. Il y a toujours eu ce marché congolais en officiel comme en smuggling, comme ils appellent eux-mêmes, ça veut dire en marché noir. Mais le marché congolais est une destination favorite du maïs zambien. La Zambie ne consomme en moyenne que 2,4 millions de tonnes de la céréale et le surplus exportable pourrait atteindre plus d'1 million de tonnes. Grâce à un mémorandum d'entente signé en octobre 2019 avec la République démocratique du Congo, l'industrie zambienne pourrait exporter 600 000 tonnes de la céréale vers ce pays en 2021-2022. Honte à la République démocratique du Congo parce qu'elle a un territoire beaucoup plus grand, c'est le même sol, mais la République démocratique du Congo n'est pas suffisamment organisée pour être en mesure de produire la quantité nécessaire pour pouvoir alimenter ses propres populations. Mais il en sera ainsi tant que la République démocratique du Congo ne pourra pas, en ce moment-là, être en mesure de se prendre en charge parce que la population est quand même de loin plus grande que celle de la Zambie. Il reste que la Zambie a aujourd'hui des capacités de stockage extrêmement importantes qui lui permettront justement, le moment venu, de ne pas être pressé de vendre son stock. Si jamais il y a des excédents, elle pourra stocker pour être en mesure de relancer sur le marché le moment venu. Et la demande mondiale aujourd'hui en matière de maïs est assez importante, essentiellement pour nourrir le bétail. Pour rappel, la Zambie est le second producteur de maïs d'Afrique australe après l'Afrique du Sud. La céréale fournit près de 60% des besoins en calories de la population du pays. En Zambie, comme dans l'ensemble de l'Afrique australe, le maïs est la principale denrée de base. Les défis de la formation au Gabon dans un contexte marqué par un chômage de masse avec des formations qui peinent à répondre aux réalités du marché du travail. L'État oriente de plus en plus sa stratégie avec un accent particulier mis sur les contrats d'apprentissage. Joël Ballot. En 2021, nous devons faire plus pour notre jeunesse, disait le président gabonais Ali Bongo Ondimba dans son adresse à la nation le 1er janvier 2021. Pour joindre la parole à l'acte, un dispositif d'aide d'accès à l'emploi va être déployé par le gouvernement gabonais. L'opération vise à atteindre l'objectif d'insertion professionnelle de 60 000 jeunes gabonais à raison de 20 000 par an entre 2021 et 2023. Dans le cadre de cet apprentissage, c'est un type de formation qui imbrique directement l'offre pédagogique et les réalités du métier, puisque la formation se fait en alternance. Un temps de formation pratique en entreprise pour permettre vraiment l'acquisition des savoir-faire métiers et un temps de formation théorique dans une école, un centre de formation. À travers ce contrat d'apprentissage, le Gabon compte imposer aux entreprises qui ont plus de 20 salariés de réserver un quota de 5% de leurs effectifs à ses stagiaires et apprentis. L'entreprise a l'obligation de former l'apprenti afin qu'à terme du stage, il puisse bénéficier d'une expérience professionnelle et des acquis devant lui permettre d'intégrer le monde de l'emploi et de réduire au passage le taux de chômage des jeunes estimé à 36%. Le gouvernement a modifié le dispositif d'insertion des jeunes dans une logique d'améliorer l'employabilité des jeunes. Vous voyez, le contrat d'apprentissage donnait aux jeunes l'opportunité d'apprendre et après l'apprentissage, ces jeunes n'avaient pas forcément un emploi et vous connaissez bien les exigences des entreprises. Parfois, ces jeunes allaient dans des entreprises, mais leur formation, qui est une formation calquée dans la pédagogie, ne permettait pas aux entreprises de tirer profit des connaissances de ces jeunes. En rappel, ce nouveau dispositif d'insertion de 60 000 jeunes vient en remplacement du contrat d'apprentissage jeunesse. Ce dernier, mis sur pied en 2016, a bénéficié à plus de 5 480 000 jeunes gabonais avec plus de 1 203 embauchés.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.